L'épouse d'un milliardaire était en train de mourir en couche. 12 médecins de renommée mondiale avaient tout essayé pendant 41 heures. Rien n'y faisait. Le bébé était coincé et le temps pressait. Soudain, une femme de ménage de 52 ans, un balai à la main, fit quelque chose qui glaça le sang de tous les médecins présents. Elle frappa à la porte de la salle d'accouchement et prononça 5 mots qui auraient dû lui valoir une arrestation: « Je peux sauver votre bébé ». Elle n'avait ni diplôme de médecine, ni autorisation d'exercer, juste des mains qui avaient déjà mis au monde des bébés dans un village que la plupart des Américains seraient incapables de situer sur une carte. Depuis 17 ans, Marisol avait lavé ses sols en silence. Mais sa grand-mère lui avait transmis des secrets que Harvard n'avait jamais enseignés. Des techniques transmises de génération en génération, capables de retourner un bébé sans chirurgie. Le milliardaire faillit la mettre à la porte. Sa femme était à quelques minutes d'une opération d'urgence qui pouvait lui être fatale. Partez d'ici immédiatement. Pourquoi quelqu'un ferait-il confiance à une femme de ménage plutôt qu'à 12 médecins des meilleures universités? C'est inadmissible. Attendez, laissez-lui une chance. Quoi? Pourquoi? Mais Cassandra Whitfield plongea son regard dans les yeux de Marisol et y vit quelque chose, une certitude. Les spécialistes, aussi chers soient-ils, n'avaient pas cette assurance. Laisse-la essayer, murmura Cassandra. Marisol avait 5 minutes. Si elle échouait, elle perdrait tout, son travail, peut-être même sa liberté. Si elle réussissait, elle prouverait que cette femme que tout le monde ignorait en savait plus que les experts en qui tout le monde avait confiance. Elle posa ses mains calleuses, usées par les produits chimiques, sur le ventre de la femme du milliardaire. Ce qui allait se passer dans les 10 minutes suivantes ferait d'elle une héroïne ou la détruirait complètement. Le rythme cardiaque du bébé ralentissait. Les médecins préparaient la salle d'opération et Marisol commença à faire quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais vu. Restez avec moi, car ce qui va suivre vous fera reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur ceux qui méritent d'être entendus. 3 heures plus tôt, Marisol n'était qu'une femme de ménage, invisible, ignorée, tenant une serpillière au lieu d'accoucher des bébés. Mais elle écoutait. Et ce qu'elle entendit à travers la porte de la salle d'accouchement lui glaça le sang. Elle écoutait à travers cette porte depuis 3 heures, non par curiosité, mais parce qu'une force intérieure lui disait de prêter attention. Elle avait entendu les médecins parcourir leur protocole, elle perçut le désespoir croissant dans leur voix, les cris de Cassandra qui passaient de puissant à faible, de déterminé à vaincu. Et Marisol sut, avec la certitude acquise après avoir accouché 14 bébés dans son village avant ses 20 ans, exactement ce qui n'allait pas. Le bébé était en présentation postérieure, le visage tourné vers le haut au lieu d'être tourné vers le bas, coincé contre la colonne vertébrale de sa mère dans une position qu'aucune technologie médicale américaine ne pouvait corriger, mais que la grand-mère de Marisol aurait pu redresser en 10 minutes, avec pour seuls outils son savoir-faire et une connaissance ancestrale transmise depuis cette génération de sages-femmes. Marisol regarda la porte, puis le gardien de sécurité qui faisait sa ronde, puis son reflet dans le sol ciré de l'hôpital. Elle pensa à ce qui se passerait si elle se trompait. Elle perdrait son emploi, c'est certain, elle serait probablement expulsée, et pourrait même être poursuivie pour exercice illégal de la médecine. Puis elle pensa à ce qui se passerait si elle avait raison et ne faisait rien. Un bébé mourrait, peut-être la mère aussi, et Marisol porterait ce fardeau pour le restant de ses jours. Elle se décida. La voix de sa grand-mère résonna dans sa mémoire: quand on sait comment aider, Mija, se taire, c'est comme faire du mal. Marisol posa son balai, lissa sa blouse délavée et frappa à la porte de la salle d'accouchement. Que risqueriez-vous pour sauver 2 vies quand le monde entier vous dit que vous n'en êtes pas capable? Marisol avait appris à se faire invisible bien avant de franchir la frontière. C'était une compétence de survie qu'elle avait développée enfant, dans un village si pauvre que parfois, se faire remarquer signifiait être une cible. Quand on grandit dans un endroit où les ressources sont rares et le désespoir profond, on apprend vite que le moyen le plus sûr d'exister est de prendre le moins de place possible. Se déplacer dans le monde comme la fumée, respirer comme un secret, devenir si insignifiante que les puissants n'aient jamais besoin qu'on leur rappelle qu'on a besoin de choses qu'ils ne veulent pas partager. Elle était arrivée à New York 17 ans plus tôt avec pour seul bien $200 cousus dans la doublure de son manteau et l'adresse d'un cousin qui lui avait promis un toit. Ce cousin avait déménagé 2 mois avant l'arrivée de Marisol, sans laisser d'adresse, et Marisol avait passé sa première semaine en Amérique à dormir dans le sous-sol d'une église, à manger du pain donné et à se demander si elle n'avait pas fait une terrible erreur. Le travail au Manhattan Memorial avait été un miracle. Du moins, c'est ainsi que l'agence d'intérim le présentait. Femme de ménage de nuit, salaire minimum, sans avantages sociaux, mais un travail légal avec un vrai salaire. Et après 6 mois, il l'avait même aidé à obtenir un permis de travail. Marisol était reconnaissante. Tellement reconnaissante qu'elle ne s'était jamais plainte des toilettes qu'elle nettoyait, du vomi qu'elle essuyait, de la façon dont les médecins et les infirmières la traversaient du regard, comme si elle était transparente. Mais Marisol portait en elle quelque chose que ses médecins n'avaient pas.
Elle portait le savoir de cette génération de sages-femmes salvadoriennes. Des femmes qui avaient mis au monde des enfants avec pour seul bien leurs mains, leur sagesse et leur refus catégorique de laisser mourir les mères alors qu'elles pouvaient encore agir. Sa grand-mère, Abuela, avait été la principale accoucheuse du village pendant 40 ans. Elle avait mis au monde plus de 600 bébés, n'en avait perdu que 3, et ses pertes l'avaient hantée jusqu'à sa mort. Si vous êtes déjà investi dans l'histoire de Marisol, vous ne voudrez pas manquer la suite. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne rien rater de ce voyage incroyable. Abuela avait commencé à enseigner à Marisol dès l'âge de 8 ans. Non pas parce que Marisol le lui avait demandé, mais parce qu'elle avait regardé sa petite fille un matin et avait déclaré « Tu as le don. Je le vois. Le savoir est dans tes doigts. » Marisol n'avait pas compris ce que cela signifiait avant son premier accouchement, à 12 ans, lorsque sa voisine avait commencé à accoucher à 2 heures du matin et qu'il était impossible de se rendre à la clinique de la ville voisine. Abuela avait emmené Marisol avec elle, avait posé ses petites mains sur le ventre de la femme en travail et lui avait appris à ressentir l'invisible. La position du bébé, la force des contractions, le moment où une intervention était nécessaire et celui où seule la patience était de mise. À 16 ans, Marisol assistait déjà aux accouchements. À 18 ans, elle s'était forgé une réputation. Des femmes la suppliaient et marchaient pendant des heures pour que Marisol soit celle qui attrape leur bébé. Elle avait accouché des jumeaux sous une pluie battante, éclairée seulement par une lampe à pétrole. Elle avait retourné un bébé en siège grâce à des techniques transmises de génération en génération, des manipulations douces qui avaient convaincu l'enfant de se retourner sans intervention chirurgicale. Elle avait sauvé une mère en hémorragie grâce à des herbes et des points de pression que les médecins américains auraient qualifiés de superstition. Puis la violence avait frappé son village. Les gangs qui contrôlaient la région avaient commencé à recruter des jeunes hommes, tuant ceux qui refusaient. Le neveu de Marisol avait été assassiné pour avoir dit non. Son frère avait disparu. Sa belle-sœur avait été menacée, et Marisol avait dû faire le choix le plus difficile de sa vie. Elle avait tout quitté, tout ce qu'elle connaissait, tout ce qu'elle aimait, et la vocation sacrée qui avait donné un sens à son existence, pour venir dans un pays où son savoir ne valait rien et son expérience ne comptait pas. Pendant 17 ans, elle avait été femme de ménage. Pendant 17 ans, elle avait lavé les sols, vidé les poubelles et nettoyé les toilettes, tandis que des médecins qui ignoraient la moitié de ses connaissances en matière d'accouchement passaient devant elle sans même la regarder. Elle s'y était résignée. Elle s'en était convaincue. C'était le prix de la sécurité, de la survie, de l'argent qu'il fallait envoyer à sa famille pour qu'elle puisse manger. Mais ce soir-là, debout devant la porte de la salle d'accouchement, à entendre les cris d'une femme, les disputes des médecins et les alarmes stridentes des appareils, Marisol sentit quelque chose se briser en elle. La part d'elle qui avait été sage-femme, guérisseuse, une femme qui comprenait l'accouchement comme un musicien comprend une symphonie, cette part refusait de se taire plus longtemps. Cette histoire va prendre un tournant à couper le souffle. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Cliquez sur le bouton s'abonner maintenant. Le bébé Whitfield était sur toutes les lèvres à l'hôpital depuis des mois. Preston Whitfield était l'un de ces milliardaires de la tech dont le nom s'affichait à la une des journaux, associé à des termes comme visionnaire, disrupté et génie. Il avait bâti un empire des réseaux sociaux depuis sa chambre d'étudiant, l'avait vendu pour 18 milliards de dollars et avait utilisé cet argent pour lancer une douzaine d'autres entreprises dont la valeur cumulée dépassait celle de certains petits pays. Son épouse Cassandra était une ancienne mannequin devenue philanthrope, le genre de femme qui apparaissait dans Vogue lors de galas de charité vêtues de haute couture. Ils vivaient dans un Penthouse qui avait fait la une d'Architectural Digest, passaient leurs vacances sur une île privée et voyageaient à travers le monde avec la certitude absolue que l'argent pouvait tout résoudre. La grossesse avait été difficile dès le départ. Cassandra avait 43 ans, un âge maternel avancé selon les critères obstétricaux, et c'était leur premier enfant biologique après des années de traitement de fertilité. Ils avaient engagé les meilleurs médecins, suivi tous les protocoles à la lettre et dépensé sans compter. La chambre du bébé dans leur Penthouse avait été conçue par un décorateur d'intérieur de renom et meublée de meubles artisanaux en matériaux biologiques dont le prix dépassait le salaire annuel de Marisol. Lorsque Cassandra avait commencé le travail 2 jours auparavant, Preston avait fait en sorte qu'elle accouche dans la luxueuse suite d'accouchement de l'hôpital, un espace qui ressemblait davantage à un hôtel 5 étoiles qu'à un établissement médical. Il avait réuni une équipe d'obstétriciens de rêve, chacun spécialiste d'un aspect particulier des accouchements à risque, la docteure Catherine Ashford de Yale, le docteur James Morrison de Johns Hopkins, la docteure Priya Chatri de Columbia, le docteur Robert Fletcher de Stanford. 12 médecins au total, chacun 2 titulaires de diplômes, de qualifications et d'une réputation bâtie sur des décennies. Et depuis 41 heures, ces 12 médecins étaient en train de perdre la bataille. Marisol nettoyait le couloir devant la suite lorsque la première crise éclata aux alentours de la 30e heure. Elle entendit le brouhaha soudain des voix, le bip urgent des moniteurs, le bruit de pas précipités. Une infirmière fit irruption,
manquant de renverser le chariot de nettoyage de Marisol, en appelant un anesthésiste. Marisol se plaqua contre le mur, invisible comme toujours, et assista au chaos qui se déroulait. Au cours des 11 heures suivantes, elle reconstitua le puzzle de la situation grâce aux conversations entendues par hasard et aux expressions de plus en plus désespérées sur les visages du personnel médical qui allait et venait. Le bébé était coincé. À chaque poussée de Cassandra, le rythme cardiaque du bébé chutait dangereusement. Les médecins avaient tout essayé, changement de position, manipulation, médicaments pour renforcer les contractions, médicaments pour détendre le col de l'utérus. Rien n'y faisait. Ils envisageaient maintenant une césarienne, mais il y avait des complications. La tension artérielle de Cassandra était dangereusement élevée. Elle avait déjà perdu plus de sang que ce qui était raisonnable. Son corps était si épuisé par le travail prolongé que l'opération comportait des risques importants. L'anesthésiste s'inquiétait de sa fonction cardiaque. L'équipe chirurgicale hésitait entre une anesthésie générale et une tentative de la maintenir consciente. Marisol avait tout entendu et savait, avec cette certitude viscérale acquise à force d'avoir accouché des centaines de bébés, quel était le problème. Elle l'avait perçu dans la description de la position du bébé, dans le rythme des ralentissements de son cœur, dans la façon dont les médecins décrivaient la douleur de Cassandra dans le dos, irradiant dans ses jambes. Présentation postérieure. Le bébé était en position postérieure, la colonne vertébrale contre celle de sa mère, essayant de se frayer un chemin à travers le bassin selon un angle qui rendait la descente presque impossible. C'était un problème courant, un problème qu'Abuela avait appris à Marisol à résoudre lorsqu'elle avait 13 ans. On ne lutte pas contre le bébé, avait expliqué Abuela. On danse avec lui. On trouve le rythme des contractions. On sent où sont les épaules du bébé et on le guide. Tout en douceur, comme pour convaincre une fleur de s'ouvrir. La force ne fera qu'empirer les choses. La patience et l'habileté finiraient par arranger les choses. Les médecins, dans cette pièce, suivaient des manuels et des protocoles. Ils scrutaient les chiffres sur les écrans, les mesures des échographies, les données des moniteurs, mais ils ne pouvaient pas ressentir ce que Marisol aurait ressenti si elle avait pu poser ses mains sur le ventre de Cassandra. Ils ne pouvaient pas percevoir la position exacte du bébé. Ils ne pouvaient pas sentir les légers mouvements qui indiquaient qu'il était prêt à se retourner. Ils ne pouvaient pas communiquer par leurs mains ce que leur machine ne comprenait pas. Et le temps pressait. Marisol frappa à la porte de la salle d'accouchement. C'était un coup timide. Non pas le coup assuré de quelqu'un qui avait sa place ici, mais le petit coup hésitant de quelqu'un qui savait qu'il franchissait une limite. La porte s'entr'ouvrit. Une infirmière apparut, le visage épuisé et stressé. « Quoi ? Excusez-moi de vous déranger, » dit Marisol dans son anglais soigné, avec cet accent qu'elle n'avait jamais vraiment réussi à maîtriser, qui rendait ses paroles précises et mesurées. « Mais j'ai entendu dire que le bébé est coincé. Je peux peut-être vous aider. » L'infirmière cligna des yeux. « Vous êtes l'agent d'entretien. » « Oui, mais dans mon pays, j'étais sage-femme. J'ai accouché beaucoup de bébés, beaucoup d'accouchements difficiles. Je crois savoir ce qui ne va pas. » L'expression de l'infirmière passa de l'épuisement à l'agacement. « Madame, nous avons 12 des meilleurs obstétriciens du pays ici. S'ils n'y arrivent pas? » « Je pense que le bébé est en position postérieure, » interrompit Marisol. Elle savait qu'elle était audacieuse, qu'elle risquait tout. Mais le souvenir de la voix de sa grand-mère était plus fort que sa peur. Face vers le haut. La tête appuie sur la colonne vertébrale de la mère. C'est pour ça qu'elle a si mal au dos. C'est pour ça que le bébé ne peut pas descendre. L'infirmière commença à fermer la porte. « Je peux retourner le bébé, » dit Marisol d'une voix pressante. « Avec mes mains, de l'extérieur. Pas besoin d'opération. 10 ou 15 minutes. Je l'ai fait des tas de fois. Madame, vous devriez reculer et nous laisser faire notre travail. » La porte se referma sur le visage de Marisol. Elle resta là un long moment, fixant le bois lisse, sentant le poids de son insignifiance peser sur ses épaules. Bien sûr, il ne l'avait pas écoutée. Pourquoi l'aurait-il fait? Elle n'était personne. Une femme de ménage, une immigrée avec un accent et une blouse délavée. Son savoir ne venait pas avec un diplôme d'une université de l'Ivy League, son expérience n'avait pas été reconnue par le système médical américain. Elle était invisible, et les personnes invisibles ne sauvent pas de vie. Marisol prit son balai et commença à s'éloigner. Elle avait essayé. Elle avait osé parler. C'était plus que ce qu'elle faisait d'habitude. Elle pourrait redevenir invisible. Retourner à son travail de nettoyage, se taire et accepter sa place dans le monde. Soudain, elle l'entendit à travers la porte close. Elle entendit Cassandra Whitfield crier. Non pas les cris productifs du travail, mais les cris désespérés et terrifiés d'une femme à bout de force. Et sous ces cris, elle perçut la voix du docteur Ashford, étranglée par une panique contenue. On ne détecte plus le rythme cardiaque fœtal. Il faut procéder immédiatement à une césarienne d'urgence. Marisol s'arrêta net.
Ce qui va se passer dans les 60 prochaines secondes va tout changer. Si vous n'êtes pas abonné, vous allez rater le moment le plus intense de toute cette histoire. Abonnez-vous maintenant. Marisol se retourna et frappa de nouveau à la porte. Plus fort cette fois. Un coup qui exigeait qu'on s'en occupe. La même infirmière ouvrit la porte, son visage maintenant sincèrement en colère. « Madame, je vais devoir appeler la sécurité si vous ne... » « Laissez-moi essayer, » dit Marisol. Sa voix était différente. Ni hésitante, ni contrite. C'était la voix d'une femme qui avait accouché 14 bébés avant ses 20 ans. Qui avait sauvé des mères et des enfants avec pour seules armes ses mains, son savoir et sa conviction absolue de savoir ce qu'elle faisait. 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Si je ne peux pas vous aider, opérez-la. Mais si je peux éviter à cette mère une césarienne, si je peux épargner à ce bébé les risques de l'opération, 5 minutes, ça ne vaut pas le coup? L'infirmière allait refuser. Marisol le voyait bien. Mais le docteur Ashford apparut derrière elle, et quelque chose dans son expression fit sursauter Marisol. Ce n'était pas de la colère, c'était du désespoir. Qu'a-t-elle dit? Demanda le docteur Ashford. Elle pense que le bébé est en position postérieure et qu'elle peut le retourner manuellement, dit l'infirmière d'un ton qui ne laissait aucun doute sur son opinion. Le docteur Ashford fixa longuement Marisol. Vous êtes l'agent d'entretien. Oui, mais au Salvador, j'étais sage-femme. J'ai accouché de nombreux bébés, dans des situations souvent difficiles. Avez-vous des connaissances médicales? Des qualifications? Une formation officielle? J'ai été formé par ma grand-mère pendant 10 ans. Elle a accouché plus de 600 bébés. J'en ai accouché plus de 100 moi-même avant de venir en Amérique. La mâchoire du docteur Ashford se crispa. Marisol pouvait lire le calcul dans son regard. D'un côté, c'était absurde. On ne laisse pas une femme de ménage sans diplôme médical américain toucher une patiente, et encore moins l'épouse d'un milliardaire en plein accouchement compliqué. De l'autre, il n'avait plus le choix. La césarienne comportait des risques importants. Et il y avait quelque chose dans les yeux de cette femme, une sérénité, une certitude, une confiance absolue qui toucha une part du docteur Ashford qui se souvenait encore pourquoi elle était devenue médecin. « Docteur Ashford, » dit l'infirmière, « vous ne pouvez pas sérieusement envisager cela. »« Comment feriez-vous » interrompit le docteur Ashford, les yeux toujours rivés sur Marisol. « Je pose mes mains sur le ventre de la mère, » expliqua Marisol. « Je sens où est la tête du bébé, où sont ses épaules. Entre les contractions, lorsque l'utérus est souple, j'exerce une légère pression pour aider le bébé à se retourner. Ce n'est pas douloureux. La mère sentira mes mains, mais ce ne sera pas douloureux. Si le bébé est prêt à se retourner, il se retournera. Sinon, je le saurai dans 5 minutes et vous pourrez procéder à l'opération. »« Et si quelque chose tourne mal ?» demanda le docteur Ashford. « Rien ne tournera mal, » répondit simplement Marisol. « J'ai fait cela de nombreuses fois. Je sais ce que je fais. » Une agitation se fit entendre derrière le docteur Ashford. Preston Whitfield apparut. Son costume de marque était froissé, son visage hagard. « Que se passe-t-il? Pourquoi sommes-nous là à discuter? Ma femme a besoin d'être opérée immédiatement. » Le docteur Ashford se tourna vers lui. « Monsieur Whitfield, cette femme croit pouvoir retourner votre bébé sans opération. » Preston fixa Marisol comme si elle était apparue de nulle part. « Qui est-elle? »« Je suis agent d'entretien ici, » dit Marisol. « Mais j'étais sage-femme. »« Agent d'entretien ?» La voix de Preston trahissait son incrédulité. « Vous voulez que ma femme soit soignée par un agent d'entretien alors que nous avons 12 des meilleurs médecins du pays ici? » Monsieur, dit prudemment le docteur Ashford, l'opération comporte des risques importants compte tenu de l'état actuel de votre femme. S'il y a une chance de l'éviter? Non, répondit Preston catégoriquement. Absolument pas. On opère. Je me fiche des risques. Je veux que de vrais médecins soignent ma femme, pas des... Il s'arrêta net, mais tous savaient quel mot il avait failli prononcer. Marisol sentit le poids familier de l'invisibilité retomber sur ses épaules. Elle avait essayé. Elle avait pris la parole. Elle avait offert son savoir. Et comme toujours, ce ne fut pas suffisant. L'homme riche avait parlé, et sa parole était sans appel. Puis une autre voix perça l'attention. Faible, mais déterminée. Quel essai? Tous se retournèrent. Cassandra Whitfield était partiellement visible à travers l'embrasure de la porte, calée sur des oreillers, le visage pâle et tiré, les cheveux collés par la sueur, mais ses yeux étaient clairs et fixés sur Marisol. « Cassandra, tu ne comprends pas, » commença Preston. « Je comprends que je suis en travail depuis presque 2 jours, » l'interrompit Cassandra. « Je comprends que toutes les interventions de ces médecins ont échoué. Je comprends qu'une opération maintenant pourrait me tuer. Et je comprends que cette femme me regarde droit dans les yeux comme si elle savait de quoi elle parle. » Elle fixa Marisol. « Tu crois vraiment pouvoir retourner mon bébé? » « Oui, » répondit Marisol. « J'en suis certaine. »
Alors fais-le, dit Cassandra. S'il te plaît. Je veux essayer. C'est le moment. L'instant où tout bascule. Marisol était sur le point de faire quelque chose qui la transformerait en héroïne ou qui détruirait sa vie. Le silence se fit dans la salle d'accouchement. Preston regarda sa femme, les médecins, Marisol, puis de nouveau sa femme. Un instant, Marisol crut qu'il refuserait, qu'il userait de sa fortune et de son pouvoir pour passer outre même les souhaits de sa femme. Puis, quelque chose changea sur son visage. Peut-être était-ce l'épuisement. Peut-être le désespoir. Peut-être était-ce la première fois de sa vie qu'il se trouvait face à un problème que son argent ne pouvait résoudre immédiatement. 5 minutes, dit-il finalement. Vous avez 5 minutes. Si ça ne marche pas, on opère tout de suite. Le docteur Ashford acquiesça. D'accord. Elle regarda Marisol. Vous pouvez essayer, mais je surveillerai tout. Si je remarque quoi que ce soit d'inquiétant, on arrête immédiatement. Marisol entra dans la salle d'accouchement. Elle était immense, plus proche d'une suite d'hôtels de luxe que d'un cabinet médical. Il y avait une baignoire d'accouchement dans un coin, un fauteuil de massage, un éclairage d'ambiance réglable pour les différentes phases du travail. L'équipement médical était composé de machines de pointe capables de surveiller tous les paramètres possibles de la santé maternelle et fœtale. Au cœur de toute cette technologie de pointe se trouvait Cassandra Whitfield, une femme souffrante, une mère qui tentait désespérément de mettre au monde son enfant. Marisol s'approcha lentement du lit, ses mains pressentant déjà ce qu'elles allaient faire. Elle pouvait distinguer la forme du ventre de Cassandra, deviner la position du bébé à la façon dont son abdomen était légèrement asymétrique, avec une zone dure sur le côté gauche qui indiquait où se trouvait le dos du bébé. « Je vais vous toucher maintenant », dit doucement Marie. On-elle dans son anglais accentué. « Je ne vous ferai pas mal. Je cherche simplement à savoir où se trouve votre bébé. » Cassandra hocha la tête, trop épuisée pour parler. Marisol posa ses mains sur le ventre de Cassandra. Ses mains étaient rugueuses, calleuses et usées par le travail, après 17 ans de ménage. Rien à voir avec les mains gantées et lisses des médecins qui avaient examiné Cassandra. Mais dès que ses paumes entrèrent en contact avec la peau de Cassandra, quelque chose se produisit. La grand-mère de Marisol appelait cela l'intuition. Ce lien instantané entre la sage-femme et la mère, entre des mains expertes et le corps en travail, lorsque l'information circulait dans les deux sens, et que l'on pouvait ressentir des choses qu'aucun moniteur ne pouvait capter. Elle sentit immédiatement le bébé. La tête en bas, c'était bon signe, mais mal positionnée, face à l'avant au lieu d'être tournée vers la colonne vertébrale de sa mère. Elle palpa ses épaules, la courbure de sa colonne, la position de ses membres. Elle sentit comment il était coincé contre son bassin, incapable de descendre car l'angle était incorrect. Et elle sentit autre chose. Le bébé était fatigué, mais pas en détresse. Il attendait. Il avait attendu que quelqu'un l'aide, qu'on le comprenne. Les bébés savent des choses, disait toujours grand-mère. Ils savent quand les gens autour d'eux se battent avec leur corps au lieu de travailler avec lui. Parfois, il suffit de montrer le chemin au bébé. D'accord, dit doucement Marisol, s'adressant autant au bébé qu'à sa mère. Je comprends. On va régler ça tout de suite. Une contraction commença. Marisol garda les mains immobiles, sentant la vague de tension parcourir l'utérus de Cassandra, sentant le bébé réagir à la pression. Elle attendit patiemment que la contraction se termine et que le ventre de Cassandra se détende. Puis elle commença. Les mains de Marisol se mouvaient avec une assurance acquise par l'expérience. Elle trouva l'épaule du bébé à travers l'abdomen. Elle exerça une pression douce et constante vers le haut et la droite. Sans forcer, sans appuyer fort. Elle suggérait, guidait, dialoguant avec le bébé par le toucher, la pression et cette intuition mystérieuse qui reliait la sage-femme à l'enfant. « Allez, mon petit », murmura-t-elle en espagnol. « Juste un petit mouvement, c'est tout. Montre-moi juste que tu peux bouger. » Les 12 médecins l'entouraient, observant la scène avec des expressions allant du scepticisme à la curiosité, voire à une hostilité manifeste. Le docteur Morrison, spécialiste de Johns Hopkins, vibrait de désapprobation. Mais le docteur Ashford suivait les mains de Marisol avec une attention intense, et Marisol sentait bien que la femme voyait ce qu'elle faisait, qu'elle comprenait la technique. Une autre contraction survint. Marisol garda les mains fermes, maintenant une légère pression, accompagnant la contraction au lieu de la combattre. Elle sentit le bébé bouger légèrement, sa tête pivoter de quelques degrés. Un progrès. Petit mais réel. Ça marche, halta Cassandra. Je le sens. La douleur dans mon dos. Elle est moins forte. C'est parce que le bébé s'éloigne de votre colonne vertébrale, expliqua Marisol en gardant une voix calme et rassurante. On fait de la place. Respirez profondément pendant cette contraction. Bien. Très bien. La contraction s'acheva. Elle ajusta la position de sa main et trouva un nouveau point d'appui. Cette fois, elle exerça une pression dans une direction légèrement différente,
encourageant le bébé à poursuivre sa rotation. Elle sentait maintenant le bébé réagir. Elle sentait son petit corps se tourner dans l'espace restreint du bassin. Le rythme cardiaque du bébé s'améliorait. Une des infirmières qui surveillait le moniteur fœtal annonça « Il remonte à 140 ». La position du fœtus change à l'échographie, dit une autre voix. Le bébé tourne. Preston Whitfield s'approcha, le visage mêlant incrédulité et espoir désespéré. « Ça marche vraiment ?» « Oui », répondit simplement Marisol. « Votre bébé se tourne. Encore un petit peu ?» Elle travaillait en silence, ses mains percevant des signaux qu'aucun des appareils sophistiqués de la pièce ne pouvait détecter. Elle sentit l'instant où la tête du bébé se dégagea d'un passage étroit du bassin. Elle sentit les épaules se réaligner. Elle sentit tout son corps se mettre en position correcte. Le visage vers le bas, le menton rentré, prêt à descendre. « Voilà », dit Marisol en retirant ses mains. « C'est fait. Le bébé est maintenant bien positionné. À la prochaine contraction, vous poussez et il arrivera. » Le docteur Ashford procéda rapidement à un examen interne. Ses yeux s'écarquillèrent. Dilatation complète. La tête du bébé est à +2. La présentation est maintenant occipito-antérieure. Elle leva les yeux vers Marisol avec une sorte d'admiration. « Vous l'avez fait. Vous l'avez vraiment fait. » Une contraction arriva. Celle-ci était différente. Le corps de Cassandra, qui luttait depuis 41 heures, sut soudain exactement quoi faire. L'épuisement disparut, remplacé par une vague de force primitive. « Poussez », ordonna le docteur Ashford. « Poussez maintenant. » Cassandra poussa. Et cette fois, le bébé descendit dans le canal de naissance comme les bébés sont censés le faire lorsque tout est bien aligné. Une autre poussée. Encore 30 centimètres. La pièce explosa d'une excitation contenue. Médecins et infirmières se positionnèrent, se préparant à accueillir ce bébé qu'ils pensaient tous devoir être extrait chirurgicalement. « Je vois la tête », cria le docteur Ashford. « Encore un effort, Cassandra. Encore un et votre bébé est là. » Elle hurla et poussa de toutes ses forces. Et puis soudain, miraculeusement, après 42 heures de travail, après que 12 médecins eurent épuisé toutes les solutions, après qu'une milliardaire eut failli tout perdre, un bébé se glissa dans les bras tendus du docteur Ashford. Le cri fut immédiat, fort, indigné. « Parfait. C'est un garçon », dit le docteur Ashford, la voix étranglée par l'émotion. « Vous avez un beau petit garçon en pleine santé. » Le bébé était parfait. 10 doigts, 10 orteils, un joli teint, un cri puissant. Le docteur Ashford le déposa sur la poitrine de Cassandra, et la salle comble, témoin de l'impossible, explosa de joie, de larmes et de rires soulagés. Preston s'effondra sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains, sanglotant. Cassandra pleurait elle aussi, serrant son fils dans ses bras, embrassant son front couvert de vernix, murmurant des mots d'amour, de soulagement et de gratitude. Et Marisol se tenait au bord de la pièce, les mains usées le long du corps, les larmes ruisselant sur ses joues. Elle s'apprêtait à partir discrètement, à redevenir invisible, quand Preston se leva. Il s'approcha d'elle, le visage transformé. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de l'humilité. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-il d'une voix tremblante. « Vous avez sauvé mon fils. Vous avez sauvé ma femme. Je vous dois tout. » Marisol secoua la tête. « Je n'ai fait que ce que ma grand-mère m'a appris à faire. »« Non, » intervint le docteur Ashford en s'approchant. « Vous avez fait quelque chose que nous tous, avec tous nos diplômes et notre technologie, n'avons pas pu faire. Vous leur avez sauvé la vie. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon pour Marisol. Preston et Cassandra Whitfield refusèrent de la laisser retourner au travail de nettoyage. Ils créèrent une bourse en son nom pour former des sages-femmes traditionnelles. Ils financèrent son retour aux études pour obtenir une certification de sage-femme reconnue aux États-Unis. Le docteur Ashford devint sa mentor, fasciné par ces techniques ancestrales que la médecine moderne avait oubliées. Ensemble, elles commencèrent à former d'autres médecins aux méthodes douces de manipulation fœtale que cette génération de femmes salvadoriennes avait perfectionnées. Mais ce que Marisol chérissait le plus, c'étaient les lettres que Cassandra lui envoyait, accompagnées de photos de petit Alexander qui grandissait. Des photos d'un bébé en bonne santé qui souriait, qui riait, qui vivait, grâce à des mains calleuses qui avaient refusé de rester silencieuses. Un an plus tard, Marisol se tenait devant une salle de conférence remplie d'obstétriciens lors d'un symposium médical. Elle portait une blouse blanche maintenant, pas une blouse de femme de ménage, mais celle d'une sage-femme certifiée et reconnue. « Pendant 17 ans, j'ai été invisible », dit-elle à l'Assemblée. « Pendant 17 ans, j'ai nettoyé ces couloirs pendant que mon savoir dormait en moi. Mais ce soir-là, j'ai appris que parfois, le savoir le plus précieux ne vient pas des universités les plus prestigieuses. Il vient des mains de nos grands-mères. Il vient de générations de femmes qui ont mis au monde des bébés avec pour seuls outils leur sagesse,
leur patience et leur refus absolu de laisser mourir quelqu'un quand elles peuvent encore aider. Elle fit une pause, regardant tous ces visages, ces médecins qui l'écoutaient maintenant avec respect. Ne laissez jamais personne vous dire que son savoir ne vaut rien simplement parce qu'il ne vient pas avec un diplôme. La médecine moderne est extraordinaire, mais elle ne détient pas toutes les réponses. Parfois, les solutions les plus anciennes sont aussi les meilleures. L'applaudissement fut long et sincère. Et dans le fond de la salle, tenant son fils d'1 an dans ses bras, Cassandra Whitfield pleurait de gratitude pour la femme qui avait eu le courage de frapper à une porte, la femme qui avait refusé de rester invisible, la femme qui avait sauvé son fils avec des mains usées et un savoir ancestral que le monde moderne avait failli perdre à jamais. Marisol n'était plus invisible. Et son histoire, comme celle de sa grand-mère et de toutes les femmes avant elle, continuerait de sauver des vies pour les générations à venir. Cette histoire nous rappelle que le vrai savoir ne se mesure pas aux diplômes accrochés au mur, mais à la sagesse qui vit dans nos mains et dans nos cœurs. Elle nous rappelle d'écouter ceux que le monde ignore, car parfois, ce sont eux qui détiennent les réponses que nous cherchons désespérément. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé que sa voix compte, que son savoir a de la valeur, et qu'il n'est jamais trop tard pour cesser d'être invisible. Merci d'avoir écouté l'histoire de Marisol, la femme de ménage qui est devenue une héroïne en refusant de se taire.